Le 24 janvier 2008, la Société Générale convoque une conférence de presse. Le président Daniel Bouton annonce une perte de 4,9 milliards d'euros. Pas une mauvaise année, pas une crise de marché, pas un effondrement systémique, un seul homme, Jérôme Kerviel, 31 ans au moment des faits. Fils d'un forgeron breton et d'une coiffeuse du Finistère, diplômé de l'université publique, pas de grande école, pas de réseau, pas d'héritage, salaire annuel en 2007, 48 500 euros, pas de yacht, pas de villa, pas de voiture de luxe. Au moment de son arrestation, ses 3 comptes bancaires cumulaient 11 400 euros. Cet homme avait pris des positions sur les marchés financiers à hauteur de 50 milliards d'euros. 50 milliards, c'est plus que le PIB annuel de la Croatie. C'est plus que les fonds propres totaux de la Société Générale. C'est l'équivalent du budget de l'État français pendant 2 mois entiers. Et pendant 2 ans, personne, officiellement, n'avait rien vu. Ou alors, quelqu'un avait vu et avait choisi de ne rien faire. C'est là que cette histoire devient vraiment intéressante. Pont-l'Abbé, un bourg du Finistère, 8000 habitants, le genre d'endroit d'où on ne s'attend pas à voir sortir celui qui va écrire le plus grand scandale bancaire de l'histoire française. Jérôme Kerviel naît ici le 11 janvier 1977. Son père est forgeron. Il travaille le métal avec ses mains, puis devient formateur en chaudronnerie. Il mourra en 2006, 2 ans avant que son fils ne devienne la une de tous les journaux du monde. Sa mère tient un salon de coiffure. Une famille catholique, modeste, sérieuse, Jérôme n'est pas un enfant prodige. Il est appliqué, passionné de chiffres. Il fait de la voile et du judo. Il passe son baccalauréat ES en 1995. Université de Quimper, puis Lyon 2, un DES, S-Banque et Finance. Sans mention d'exception, mais il y a quelque chose que personne ne souligne jamais dans cette histoire. Quelque chose d'essentiel. En l'an 2000, à 23 ans, Jérôme Kerviel entre à la Société Générale. Pas comme trader, pas du tout, il arrive dans le back-office, puis le middle office. Il est de l'autre côté du miroir, celui qui vérifie que les traders respectent leurs limites, celui qui traite les alertes, celui qui valide ou rejette les opérations. Pendant 5 ans, il apprend quelque chose que la plupart des traders ne savent pas. Il apprend exactement comment le système de contrôle fonctionne, quelles alertes sont automatiques, lesquelles peuvent être éteintes avec la bonne explication. Quels documents suffisent à rassurer un contrôleur pressé? Quelles failles existent entre les différents systèmes? Il mémorise tout ça pendant 5 ans. 5 ans à regarder les traders de l'autre côté du couloir gagner des millions pendant qu'il enregistre des transactions. En 2005, il passe de l'autre côté. Il intègre le desk DEAI, dérivés, actions indices, de la banque. Son travail, arbitrer des contrats à terme sur indices boursiers. Des positions encadrées, des limites strictes, un rôle précis. Sa première année, il génère 5 millions d'euros de gains pour la Société Générale. La moyenne d'un trader est à 3 millions. Son bonus, 30 000 euros bruts, moins d'1% de ce qu'il venait de rapporter. Il ne se plaint pas, il ne négocie pas, il ne démissionne pas. Il retourne à son bureau et il commence à réfléchir. Pour comprendre ce que Kerviel a fait, il faut 2 minutes. Son travail officiel consiste à prendre des positions dites delta neutres. Acheter d'un côté, vendre de l'autre, couvrir le risque. Pas de spéculation directionnelle, c'est la règle. Ce qu'il fait en réalité est différent. Il parie dans un seul sens. Il achète massivement des contrats à terme sur des indices européens, le DAX allemand, l'Eurostoxx, le FTSE britannique, en anticipant une hausse, des positions énormes, sans couverture de l'autre côté. Pour dissimuler ça, il crée des opérations fictives, de faux emails, de faux noms de contrepartie, des transactions inventées qui donnent l'apparence d'une position couverte quand les contrôleurs regardent. Il connaît le système mieux que quiconque. Il sait exactement quand les contrôles passent, quels champs sont vérifiés, quels documents éteindront une alerte sans déclencher de vérification approfondie. Il a passé 5 ans à apprendre tout ça, de l'intérieur. En 2005, sa première année comme trader, ses gains cachés commencent à s'accumuler. En 2006, ses positions non déclarées lui font générer 500 millions d'euros de profits fictifs pour la banque. Des gains réels, mais qui ne devraient pas exister. En 2007, il monte encore. La fin de l'année 2007 marque un tournant. Kerviel continue d'augmenter ses positions alors que les marchés commencent à montrer des signes d'instabilité. Il parie sur une hausse. Les marchés s'apprêtent à s'effondrer. À fin décembre 2007, Jérôme Kerviel a engagé la Société Générale à hauteur de 50 milliards d'euros. Il y a eu 75 alertes. 75 fois, un système informatique a détecté une anomalie dans les positions de Kerviel.
75 fois, quelqu'un ou quelque chose a traité cette alerte. Et elle est passée. Parfois, Kerviel lui-même éteignait l'alerte avec de faux documents. Parfois, ses supérieurs acceptaient ses explications sans creuser davantage. La Société Générale dira plus tard qu'il agissait seul, qu'aucun de ses supérieurs ne savait, que les 75 alertes, prises isolément, ne permettaient pas de voir l'ensemble. Kerviel dira le contraire, que sa hiérarchie voyait ses gains, qu'il était ce qu'il appelle la bonne gagneuse, qu'on le laissait faire parce qu'il rapportait de l'argent. La commission bancaire sanctionnera la Société Générale pour ses manquements de contrôle interne. Pas pour la fraude de Kerviel, pour ses propres défaillances, c'est un détail qui mérite qu'on s'y attarde. Le vendredi 18 janvier 2008, une alerte arrive, différente des 75 précédentes. Eurex, la bourse européenne des produits taux dérivés, contacte directement la Société Générale pour s'interroger sur une position anormalement large, enregistrée sous le nom de Kerviel. Cette fois, l'alerte vient de l'extérieur. Elle ne peut pas être éteinte de l'intérieur. Les services de contrôle commencent à creuser vraiment. Ce soir-là, Jérôme Kerviel est chez lui. Il sait. Le samedi 19 janvier, il est convoqué au siège. Il reconnaît. Il dit avoir commis des irrégularités. Le dimanche 20 janvier, la direction connaît l'exposition totale. 50 milliards d'euros. Daniel Bouton, président de la Société Générale, appelle le gouverneur de la Banque de France ce même dimanche soir, puis le secrétaire général de l'AMF. La décision est prise immédiatement, liquider toutes les positions de Kerviel le plus vite possible. Du lundi 21 au mercredi 23 janvier 2008, un seul trader est chargé de liquider en urgence l'intégralité du portefeuille. Pendant ces 3 jours, les marchés mondiaux s'effondrent. Les indices européens perdent entre 6 et 9%. Ce n'est pas un hasard. La liquidation forcée et massive de positions aussi gigantesques accélère elle-même la chute qu'elle est censée subir. 4,9 milliards d'euros de pertes en 72 heures. Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce tout, l'action perd immédiatement, le CAC 40 tremble. Les médias du monde entier titrent sur le nom d'un homme que personne ne connaissait la veille. Jérôme Kerviel. Ce matin-là, il est dans son appartement à Neuilly. Il attend. Il ne cherche pas à fuir. Il sera placé en détention provisoire le 8 février à la prison de la Santé, en cellule VIP, sans codétenu. Le procès Kerviel s'ouvre en juin 2010. La Société Générale réclame l'intégralité des pertes. 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts, à rembourser par un homme qui gagne 48 500 euros par an. Kerviel ne conteste pas les faits. Il a falsifié des documents, il a contourné des contrôles, il a menti à ses supérieurs. C'est établi. Ce qu'il conteste, c'est l'idée qu'il était seul. En octobre 2010, il est condamné, 5 ans de prison, dont 3 fermes, et 4,9 milliards d'euros à rembourser. La condamnation trouble une partie de l'opinion publique, pas parce que Kerviel serait innocent, mais parce que personne d'autre n'a jamais été poursuivi. Aucun supérieur hiérarchique direct, aucun directeur des risques, aucun membre du conseil d'administration, juste Kerviel. En mars 2014, la Cour de cassation confirme la condamnation pénale mais casse les 4,9 milliards de dommages civils. En 2016, la Cour d'appel de Versailles fixe la dette à 1 million d'euros. L'affaire Kerviel est devenue le symbole du trader fou, un individu hors norme, une anomalie, un accident humain dans un système par ailleurs sain. C'est une version commode. Elle permet de ne rien changer. Posons la vraie question. Comment un homme seul peut-il engager 50 milliards d'euros dans une institution dotée de milliers d'employés, de systèmes automatisés, d'auditeurs internes, d'auditeurs externes, de régulateurs de marché, pendant 2 ans, sans que personne ne stoppe réellement la machine? Il y a eu 75 alertes. La Société Générale a elle-même été sanctionnée par la commission bancaire pour ses défaillances de contrôle. Pas pour la fraude de Kerviel, pour ses propres manquements. Jérôme Kerviel ne s'est jamais enrichi personnellement. Son compte affichait 11 400 € le jour de son arrestation. Pas de résidence secondaire, pas de placement caché, rien. Ses propres mots, répétés depuis 2008. Je voulais faire gagner de l'argent à la banque. Je pensais que c'est ce qu'on attendait de moi. C'est peut-être la phrase la plus troublante de toute cette affaire. Un homme sans motivation financière personnelle, qui travaillait 12 heures par jour, qui a pris des risques insensés pour une institution qui lui reversait moins d'1% de ce qu'il rapportait. Kerviel n'est pas une anomalie du système. Il est le produit parfait d'un système qui récompense le risque quand il gagne et qui trouve un bouc émissaire quand il perd. Jérôme Kerviel vit en banlieue parisienne. Il travaille dans une petite entreprise de services informatiques. Il gagne 2 300 € par mois.
Sa dette, symboliquement réduite à 1 million d'euros, reste en pratique impayée. Il donne des conférences, il parle du système bancaire, il a publié un livre et il répète la même chose depuis 16 ans. Je n'étais pas seul. La Société Générale a affiché en 2023 un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros. Elle est toujours la troisième banque française. Personne dans sa direction n'a jamais été condamné pénalement pour cette affaire. En novembre 2024, une série documentaire de 4 épisodes est diffusée sur la plateforme Max. Elle réunit Kerviel, Daniel Bouton et François Hollande, alors ministre de l'économie au moment des faits. 16 ans après, les deux parties maintiennent leur version. Ce qui s'est passé en janvier 2008 n'a pas fondamentalement changé les règles. Les banques prennent encore des risques considérables. Les traders sont encore évalués sur leurs résultats trimestriels. Les contrôles internes restent imparfaits. Et quelque part dans une salle de trading en ce moment même, il y a peut-être quelqu'un qui pense qu'il peut aller un peu plus loin. Parce que ça a toujours marché jusqu'ici. Tout a un prix, même le silence.